L'AFJA présente une table ronde autour du projet national CIPRE, un projet de double performance économique et environnementale pour les grandes cultures. Nous avons eu hier un programme très instructif en voyant Benoît Collard, Bertrand Petnautre et Eric Rodez. Je crois que là on a tous été frappés de ce qu'ils réalisent en termes d'agroécologie. On sait que cette demande sociétale est très forte et on voit comme les phytosanitaires sont régulièrement et périodiquement remis en cause, et tout récemment on a encore rebraqué le projecteur sur le taux de cancer de la prostate qui est le plus fort en France et où les liens avec les phytosanitaires seraient avérés. On a même exhibé une étude californienne selon laquelle l'autisme viendrait pour une bonne part des phytosanitaires qui entreraient en contact avec les mères durant leur phase où elles sont enceintes. Bref, cette demande est forte et régulièrement elle est martelée dans la presse. Et peut-être pour commencer, je me tournerai vers Christian Rousseau pour nous expliquer comment la profession agricole et les opérateurs économiques, comme Vivesia, est-ce qu'il y a un mouvement, sinon uni, du moins homogène, vers cette démarche de l'agroécologie, ou est-ce que tout le monde tire dans tous les sens avant de voir CIPRE? Est-ce que vous pouvez nous planter un peu ce décor entre professionnels et opérateurs économiques? On sent une agriculture qui, pendant 40 ans, a été extrêmement pertinente, prospère, productrice, et qui aujourd'hui trouve ses limites parce que, évidemment, on constate dans nos régions en particulier que les rendements stagnent en céréales, malgré l'apport toujours important de génétique et malgré la technique qui s'améliore de jour en jour. Les rendements stagnent en céréales, moins en betterave, parce qu'en betterave, semblerait, et Philippe le dira probablement, il semblerait que le réchauffement climatique ou le changement climatique a une influence perturbatrice sur les céréales, moins sur les betteraves. Et donc aujourd'hui, on a ce constat, premièrement. Deuxièmement, on a l'acceptabilité par la société de notre agriculture, de nos modes de production, et vous venez de dire encore aujourd'hui des choses qui nous font frémir et qui, au fond, mettent l'agriculture un peu sur le banc des accusés. Et ça, un agriculteur a du mal à l'accepter. Donc nous sommes dans une réflexion depuis un certain nombre d'années qui consiste à dire notre modèle de production et notre technique autour de cela est-il au bout d'un système? Est-ce qu'on va dans le mur? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Bon. Sur ma ferme, moi je teste des choses depuis un certain nombre d'années, mais je ne suis pas tout seul, puisque chez Vivesia on a créé un groupe d'agriculteurs, environ 200 aujourd'hui, c'est un groupe qui s'appelle Agrosol et qui travaille sur des techniques innovantes de production agricole et qui montre qu'effectivement on peut aller vers une productivité toujours croissante en termes de production de biomasse, de grains et de biomasse, mais en ayant un impact environnemental plus faible parce qu'on rétablit des équilibres agroécologiques et qui font que globalement on constate qu'en pratiquant ces techniques-là, on a moins recours à la chimie, notamment pesticides, et on a moins recours probablement aussi aux engrais azotés, puisque c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans les nappes, parce que nos sols sont en meilleur état de santé physiologique, ils sont mieux pourvus en matière organique, et ils ont donc une activité biologique plus importante. Et au fond, on constate que, comme le disent les Québécois, d'ailleurs, quand un sol est en santé, la plante va mieux. C'est comme chez l'organisme humain, quand on est en bonne santé, on résiste mieux aux invasions extérieures de virus ou de bactéries. Et vous voyez bien que cette démarche est totalement inverse de celle qui nous est imposée par la réglementation, et qui consiste à dire, et ça a commencé avec Ecophyto 2018, il faut réduire les utilisations d'intrants de phytosanitaires de 50% si possible. On est 6 ans après et on a constaté que ce n'était pas possible. Donc voilà, nous on reprend les choses inverses et on dit on va inventer une autre agriculture dont la conséquence va être de produire plus et d'avoir moins recours aux intrants, donc de produire mieux. Florent Thibault, vous êtes au CETA de Romilly. Comment vous sentez les membres de votre CETA, ceux qui ont des pratiques innovantes? Est-ce qu'ils sont mobilisés malgré cette absence d'objectifs? Est-ce que les changements successifs les rend interrogatifs sur cette démarche?
Comment vous les voyez? Alors en fait, nous au CETA de Romilly, on travaille déjà l'agronomie depuis longtemps, donc l'agroécologie c'est pas nouveau. Alors nous, notre thématique centrale c'est la fertilité des sols. Donc on pense que le sol peut répondre à pas mal de problématiques actuelles, changement climatique, santé des plantes, etc. Donc comme l'a dit Christian Rousseau, pour que la plante soit en bonne santé, il faut que le sol tourne bien. Donc on travaille quand même depuis longtemps sur la vie du sol, sur les impacts de nos pratiques sur la vie du sol. Donc on a déjà des agriculteurs qui sont investis dans des systèmes agroécologiques. Donc, combien? On va dire 2 ou 3. Il y en a un fortement, un autre qui se pose, qui déjà met en pratique des choses qui vont dans ce sens-là, et puis d'autres qui ont les infrastructures mais qui pratiquent pas forcément. Donc on ne peut pas parler d'un mouvement à proprement parler, c'est quand même un petit nombre. Effectivement, mais c'est à nous aussi d'impulser ces systèmes-là. Et en fait, il faut vraiment raisonner à l'échelle du territoire et pas à l'échelle de la parcelle. Donc on change d'échelle et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. On a aussi un manque de référence et on arrive au bout d'un système. Un manque de référence régionale? Régional, oui. Il y a aussi un manque de transfert de la recherche scientifique vers la recherche appliquée, des choses comme ça. Vous pouvez nous dire 2 mots sur les pratiques innovantes, itinéraires culturaux qui sont appliqués par les 2 agriculteurs qui sont dans cette démarche? Alors déjà, on est en non-labour depuis 10-15 ans. On va dire aujourd'hui 85% des agriculteurs travaillent, on va dire, superficiellement le sol. Ensuite, on a une grosse problématique autour de l'azote. Donc aujourd'hui, la légumineuse qui reste dans la rotation, c'est la luzerne. Donc on essaie de mettre de la légumineuse, alors pas forcément dans la rotation, mais en interculture ou en association avec du colza par exemple. Donc ça, c'est des pratiques qui se mettent en place au CETA. Ghislain Gosse, vous ne découvrez pas non plus l'agroécologie, comme président d'Agrotransfert sur ces territoires, vous êtes depuis longtemps impliqué dans ça. Comment vous voyez le cadre et ce qui est déjà réalisé? Je pense que ce qu'a dit Christian Rousseau, à mon avis, est fondamental au départ. L'agroécologie, je dirais, c'est un outil. C'est juste un outil pour arriver à relever un challenge aujourd'hui au niveau agriculture mondiale. On doit nourrir la planète. Ça, c'est quand même, il ne faut pas le perdre de vue. On est soumis à des aléas, à mon avis, critiques, très forts, qui sont liés au changement climatique. Ça, c'est un élément. Et troisièmement, on a une contrainte sociétale. Contrainte sociétale qui est de l'acceptabilité dans nos pays européens ou de l'OCDE, et qui est, pour les pays africains, manger. Donc, qui ont des contraintes différentes. Et c'est ce changement de paradigme. Si on veut réussir à relever ces 3 défis, il faut qu'on change notre système. Et l'agroécologie est un des éléments pour changer le système. Mais on a aussi d'autres outils. Travailler, ça a été dit par Florent Thibault, travailler au niveau du territoire est sûrement aujourd'hui l'outil aussi qu'il faut mettre au moins au même niveau que l'agroécologie. C'est-à-dire comment on raisonne le positionnement de nos cultures dans le territoire, comment on raisonne l'agencement dans le temps de nos cultures, des cultures associées, des cultures pérennes, comment on arrange tout ça. C'est changer l'approche qui n'est plus une approche, je dirais, filière, mais une approche système. Ça remet pour moi au cœur du dossier le sol. C'est vraiment la question clé, c'est le sol, comment fonctionne le sol, alors que lorsqu'on travaillait avec énormément de chimie, on pouvait faire pratiquement du hors-sol. Moi, j'ai fait des modèles de production pour des céréales, pour des betteraves, où j'avais plus de paramètres sol pratiquement. Et ça marchait. Donc ça illustre quand même bien qu'on avait fait abstraction d'une partie du facteur de production. Et là, on le remet au cœur du dossier. Et la question clé, ça va être les grands cycles carbone, azote, eau.
Je voudrais rebondir effectivement sur ce qu'a dit M. Doms, et je suis assez d'accord avec cette vision. En fait, on ne parle pas d'agroécologie, on parle tout simplement d'agronomie et de produire de l'aliment pour la planète. Effectivement, on sait tous qu'on est 7 milliards, on sera 9 milliards d'ici 20-30 ans, avec des disparités géographiques incroyables. Donc on va devoir nourrir notre planète. Et on va devoir nourrir notre planète dans un système équilibré et économique. Je voudrais citer un chiffre qui me fascine toujours, parce que l'agriculture est toujours pointée du doigt par moments sur ses pratiques. On a progressé énormément. Juste un chiffre en référence, en 1988 en France, on épandait dans les champs 15 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on est en 2014, il a été épandu 9 millions de tonnes d'engrais. On a diminué de 6 millions, alors que la production agricole française n'a pas connu de diminution. Mais ce ne sont plus les mêmes engrais non plus. Pratiquement. Oui. Pratiquement. On a diminué énormément les apports d'azote, effectivement, parce qu'on a appris à les réfléchir. On a appris à fournir aujourd'hui à la plante ce dont elle a besoin. Philippe Gatt, là, on va peut-être se pencher avec vous, d'abord, avant de parler de Cypre, sur ce cadre, sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce que vous avez une précision ou des choses complémentaires à apporter? L'agroécologie, quelque part, c'est effectivement maximiser les régulations biologiques possibles, à condition que ça ne soit pas au détriment des critères de performance. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est complètement évolutif et incrémentiel, en fonction des solutions qui vont être apportées par la recherche. Donc on se doit de les évaluer avec exactement la même excellence méthodologique que l'on a eue pour, dès lors que l'on compare des variétés ou des pesticides, etc., avec la même excellence méthodologique pour effectivement apporter des références fiables auprès des producteurs. Alors dites-nous, le programme Cypre, c'est né comment? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors ça a quels objectifs? Alors Cypre est né lors de ce qu'on appelle le dossier de qualification des instituts. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on passe un examen où on doit présenter, chaque institut doit présenter un petit peu sa propre stratégie. Ça va être quoi sa stratégie? C'est quoi son ambition par rapport à l'agriculture française? Et du coup, c'est quoi son programme d'activité en cohérence avec cette stratégie? Ça, c'est présenté devant le ministère, devant voilà, on va dire des chercheurs brillantissimes et émérites, et puis auquel cas on est qualifié ou non pour devenir un institut technique agricole. Donc ça c'est fait pour tous les instituts, et comme les instituts techniques de grande culture travaillent ensemble depuis de très nombreuses années, on s'est dit, ce sont les directeurs généraux des instituts, ce serait bien qu'on présente quelque chose d'encore plus transversal de ce que l'on fait aujourd'hui et de structuré pour le futur. Et c'est comme ça qu'est né le projet Cypre, qui est donc système de production productif et respectueux de l'environnement. Donc c'est traduit par une convention qui a été signée par les 4 instituts grande culture. Quand ça? Il y a à peu près 1 an et demi. Donc l'ITB, le CETIUM, l'UNIP et Herbalis. Et dans ce dossier, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 3 axes. Il y en a un premier, c'est plutôt connaître. C'est connaître les pratiques culturelles qui sont en cours dans la ferme France. Parce que c'est très divers, il y a des rotations différentes, il y a des pratiques différentes, à avoir cette connaissance pour faire un diagnostic, pour en définir des trajectoires, et puis dès lors qu'on va mettre au point des systèmes de culture innovants, être capable de porter des références vers d'autres situations et de les décliner au niveau des 2 autres axes. Donc le premier c'est effectivement connaître, le deuxième c'est élaborer. Donc, élaborer les systèmes de culture de demain. Donc ça passe par des connaissances qui sont acquises par les instituts, mais aussi par d'autres experts, l'INRA, l'agriculteur, les coopératives, donc quelque chose de relativement mutualisé, avec également des outils qui ont été mis au point. Donc Herbalis en particulier a mis au point un outil qui s'appelle Syster, qui permet d'évaluer les performances avec un S d'un système de production. Ça s'écrit comment, Syster? S-Y-S-T-E-2-R-E. C'est un système pour la terre. Donc tout ça donne naissance à ce qu'on appelle des prototypes d'innovation, qu'on appelle des plateformes prospectives, et qu'on peut situer un petit peu à 2 niveaux. Il y a un système dit plutôt étalon. En gros, c'est ce qu'on propose de mieux aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est transférable à court terme par les producteurs.
Et puis quelque chose qui est encore plus prospectif, où là on se lâche avec les connaissances actuelles et du futur, donc une plateforme qui est plus prospective et qui est plus évolutive en termes d'orientation. Et puis il y a un troisième axe qui est incontournable et auquel on tient beaucoup, c'est évaluation. Évaluation, mise à l'épreuve physique sur le terrain de ce que donnent réellement ces plateformes prospectives pour les producteurs. Et ça, c'est un programme national qui va s'appliquer dans la durée, mais quelle durée et quels moyens? Alors c'est effectivement un projet qui s'inscrit dans la durée, parce que dès lors qu'on parle de système, il y a tout un tas d'effets cumulatifs voilà, qui imposent finalement d'avoir une certaine durabilité au niveau des suivis. Donc ça veut dire qu'on en prend au moins pour 15 ans, 10-15 ans minimum. Donc le réseau est national dans le sens où ces plateformes vont effectivement être mises en place dans différents bassins de production représentatifs. Donc il y en a un plutôt en Picardie, voilà, avec certaines espèces comme la pomme de terre, la betterave, dans le Tardenois. Il y en a une autre, on en parlera un petit peu après, qui est plutôt dédiée au milieu Champagne-Crayeuse, sol de craie, avec ce substrat qui est très particulier, à la fois à fort potentiel, mais néanmoins plus ou moins inerte, voilà, pour un petit peu caricaturer, pardon. Le troisième milieu, c'est le Péri, avec un milieu également qui est un petit peu contraignant. Champagne-Richonne, c'est des résines superficielles avec des rotations qui sont très courtes, type colza-béorge, et on se heurte d'aujourd'hui à des obstacles qui nous semblent, je vais dire, relativement pérennes. Donc il faut qu'on évolue assez rapidement vers d'autres systèmes. Il y a également le milieu sud, et là on a choisi le milieu Lauragais, qui est un milieu aujourd'hui où on a également des rotations très courtes. Si on s'intéresse en particulier aux coteaux du Lauragais, les rotations c'est plutôt tournesol des murs. Point. Donc on peut imaginer d'autres choses. Et puis il y a également tout ce qui est système de polyculture élevage, où là on a effectivement un point de réflexion en Pays de Loire. Alors Christian Rousseau, les agriculteurs, comme en grande culture bien sûr, vous les voyez comment dans cette volonté d'appliquer ces techniques innovantes ou de s'engager? À ma grande surprise, alors moi j'ai lancé il y a bientôt 10 ans maintenant ce club Agrosol qui rassemblait des agriculteurs innovants et qui se trouvaient un peu perdus de la nature parce que personne ne s'intéressait à eux, ils étaient marginalisés, on ne les considérait pas parce qu'ils n'étaient pas dans le système global de tout le monde. Et pourtant ils étaient très intéressants. Et je me rappelle, Michel Griffon un jour me dit, à notre assemblée, je l'avais invité à une de nos assemblées, et il s'adresse aux agriculteurs et il dit: messieurs les agriculteurs, n'attendez pas de la recherche qu'elle vienne vous apporter des solutions. Maintenant, les solutions sont chez vous, et interrogez la recherche pour savoir comment les mettre en œuvre. Voilà, c'est comme ça que, quand Ghislain Gosse parle de changement de paradigme, c'est aussi ça, le changement. L'innovation vient de l'agriculture, elle vient du paysan. Et aujourd'hui, notre souci, c'est de capter cette innovation et de la formaliser sous une forme de recherche, développement, etc., pour pouvoir la rendre robuste et pouvoir la diffuser ailleurs, dans d'autres territoires et dans d'autres espaces. Et à ma grande surprise, après avoir créé ce club, on a évidemment rencontré une certaine hostilité de l'ensemble des autres agriculteurs qui disaient: ouais, vous êtes avant-gardistes, vous êtes des écolos, vous êtes ci, vous êtes ça, touche pas mon modèle que je connais bien et qui continue de fonctionner. Et puis, de fil en aiguille, quand je racontais mes histoires d'agroécologie sans savoir ce que ça voulait dire, à l'époque, on me prenait pour un écolo. Et puis aujourd'hui, on me dit: Rousseau, tu avais sûrement raison, je comprends, je vais y aller, mais ce sera plutôt mon fils, parce que moi j'ai 55 ans, tu commences à faire un élevé, mais mon fils, lui, il va s'intéresser à ça. Et aujourd'hui, donc après avoir créé l'Ivessia, et avoir donc cet écho de 8000 agriculteurs, je suis stupéfait, tous les jours, à chaque fois que je rencontre des agriculteurs, de voir à quel niveau de réflexion ils sont. Et nos agriculteurs, je ne sais pas combien il y en a, je veux dire 20% pour dire un chiffre, il y a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui sont totalement dans l'interrogation, en disant: il faut que je change mon modèle, je ne sais pas comment, j'attends que la coopérative, que les services autour de chez moi bougent pour évoluer. Et donc aujourd'hui, la question est bien posée dans ma coopérative, de savoir comment on va faire bouger les choses, et massivement, pour que, effectivement, on transforme notre agriculture productive de cette région en une autre agriculture toujours aussi productive et qualitative, et avec une résultante qui sera d'avoir un meilleur impact sur l'environnement, ou un meilleur impact sur l'environnement. Et en même temps, je vous rappelle quand même
que dans cette région, comme ailleurs, on perçoit des aides de la PAC, et que ces aides de la PAC, elles vont baisser de façon importante dans les 4 ans qui viennent. Et que nos agriculteurs, ils vont se retrouver face à un problème majeur de revenus. Et qu'en même temps, ils nous interrogent sur leurs revenus. Donc la baisse des aides, en plus, va ajouter de la complexité dans le système. Et donc il va falloir en même temps travailler sur des systèmes qui sont totalement innovants et qui sont, je dirais, alternatifs par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et qui, en même temps, soient robustes, parce que c'est le modèle qu'on va développer, qu'on va inventer. Il faut qu'on puisse garantir aux agriculteurs qu'à un moment donné, ils ne vont pas se planter. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est le mot formation-transfert. C'est-à-dire que si on part sur des systèmes, on va partir sur des systèmes, effectivement, qui seront différents des précédents, qui, de mon point de vue, demandent un niveau de technicité agronomique relativement accru. Comment transférer la réussite vers un plus grand nombre? Je pense que ça, c'est une réflexion qu'on se doit de mener. Donc derrière ça, il y a de la formation. Comment former à la fois les producteurs et également les conseillers qui conseillent les producteurs. Juste en remarque sur les aspects formation, je crois qu'il n'y a pas uniquement que de la formation, il faut aussi écouter les réactions et écouter effectivement ce qui se passe réellement sur le terrain. Hein, c'est des échanges permanents entre ce qui peut être amené par les instituts, par la recherche, et ce que les gens constatent physiquement dans leur vie quotidienne de producteurs. C'est très important d'avoir des échanges. Alors, Florent Thibault, vous, au sein du CEDA de Romilly, vous êtes conseiller. Alors, votre fonction de conseil, vous la changez, vous l'améliorez. Comment ça se passe? Elle va fondamentalement changer. Et le cadre qui vient d'être tracé par Philippe Gatt, là, ça vous convient? Effectivement, il y a un grand changement dans le conseil. Alors tout d'abord, au niveau de l'observation, c'est vrai qu'on doit observer de plus en plus. Ce que les agriculteurs avaient peut-être un peu... Enfin, ils n'avaient plus l'habitude de le faire, on va dire. Donc effectivement, quand on change de système, on doit observer plus régulièrement. Donc oui, nous en termes de conseil, alors on va faire intervenir des instituts techniques, mais aussi de la recherche fondamentale. On a aussi quand même pas mal d'agriculteurs qui sont, on va dire, qui essaient, qui mettent en place des nouvelles techniques. Et donc là, on fait venir les agriculteurs du groupe sur ces fermes-là pour vraiment échanger autour de ces innovations, on va dire. En termes de conseils, on s'appuie aujourd'hui maintenant avec des modèles de prévision maladie, en sectoriaux sur blé, sur betterave, etc. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'outils d'aide à la décision. Alors ça ne remplace pas l'observation, etc. Mais ça permet d'affiner un peu plus le conseil et d'optimiser les intrants. Parce qu'on parle de réduction d'intrants. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme réduction, je parle d'optimisation. Et effectivement, en optimisant, on peut réduire. Mais il faut observer, céder de modèles de prévision, etc. Christian Rousseau, sur cette difficulté peut-être de l'agriculteur de tirer parti de l'expérience de son ou ses voisins. Pourquoi l'agriculteur qui est à côté de celui qui a mis en place un système innovant ne passe pas dans le même système? Alors, je peux déjà vous dire que chez moi, dans ma commune, il y a 400 hectares sur ma commune. J'ai arrêté la charrue il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de charrue sur la commune. Personne ne m'a jamais rien demandé. Personne ne m'a demandé de conseil. Personne ne m'a dit comment tu fais, etc. Les gens, ils le savent pour avoir interrogé le technicien de la COP, du CETA. Bon. C'est marrant, hein, c'est psychologique ça. Et pourquoi les gens ne changent pas? Parce que quand vous maîtrisez un système dans lequel vous vous sentez bien, vous attendez que le voisin qui a fait un système innovant se plante. Et dès la première erreur, il dit « t'as vu, il s'est planté ». Donc ça ne marche pas. Alors, comment aborder ce problème qui est extrêmement complexe? Parce que déjà, j'ai dit tout à l'heure, les deux leviers, hein, c'est le risque et le technicien accompagnant qui, lui doit être formaté pour accompagner. On peut faire tous les plus grands efforts techniques. Je pense qu'autour des projets CIPRE, il faudra qu'on ait aussi le développement de gens qui sont plutôt des sociologues pour accompagner nos techniciens dans le changement des agriculteurs, dans leur comportement et dans leur technique. Parce que les 8000 agriculteurs de ma coopérative, ils ne vont pas changer demain. On va changer 20%. Ils sont déjà partis d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça, les populations sont comme ça. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre qu'au-delà de tout le travail scientifique qui est à faire, complexe, qui va prendre du temps, qui va mobiliser beaucoup d'énergie, il y aura l'accompagnement des agriculteurs qui n'est pas simple du tout.
hein, pour les emmener vers des systèmes qui sont très innovants quand même, où il va falloir pas forcément faire le tour du champ avec le 4x4, mais descendre du 4x4 pour aller voir ce qui se passe, comme l'a dit Florent, hein, parce qu'il faut remettre dans sa tête que l'observation, même s'il y a des OAD, c'est très bien, mais il faut aussi aller voir comment ça se passe. Ben, ça, c'est des habitudes que les habitants ont un peu perdues. Merci, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci à vous tous de ces interventions éclairantes. Merci encore. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.